comment choisir une station électrique portable. J'écoute. Ces trucs sont devenus hyper populaires et on dirait que tout le monde s'est mis à en vendre. Et je comprends pourquoi. C'est des produits géniaux qui permettent à n'importe qui de produire son électricité facilement et pas en mode gadget. Ici par exemple, ça fait 3 mois que ma maison tourne uniquement grâce à cette station de charge. J'ai littéralement 0 € de facture d'électricité. Et en faisant fonctionner absolument tout sauf le chauffage. D'ailleurs, je crois que ça se voit. Alors, avec les guerres et les menaces qui approchent, pas étonnant que tout le monde veuille s'équiper. Mais avec toutes les options qu'il y a sur le marché aujourd'hui, c'est vraiment compliqué et ça devient même carrément stressant au moment de faire son choix. Mais normalement, à la fin de cette vidéo, vous aurez vous aussi une solution qui colle vraiment à vos besoins. Parce que quand tu achètes une station de charge portable, il y a plusieurs trucs à se demander. Et aussi quelques pièges à absolument éviter pour être sûr que ce sur quoi tu claques ton argent en vaut vraiment la peine. Et donc pour commencer, on va reprendre quelques notions de base de l'électricité pour que tout le monde soit au même niveau. D'accord, faisons comme ça. Avant de choisir ta station de charge, il y a 4 notions à comprendre. Les volts, les ampères, les watts et les watts-heures. Pour commencer, les volts, soit la tension. La tension, c'est la différence d'énergie électrique entre deux points. Pour te faire une idée, imagine-toi un château d'eau. La tension, c'est l'altitude de ton château d'eau, soit la pression dans ton tuyau d'eau. Les valeurs de tension sont toujours un peu les mêmes. En Europe, on a nos prises qui sont à 230 volts et la tension des batteries dans les stations de charge vont être soit 12 volts, 24 volts, 48 volts et 60 volts dans de très rares cas. Ensuite, les ampères, soit le courant. Le courant, c'est la quantité d'électricité qui circule par seconde dans ton circuit. Dans notre métaphore du château d'eau, on peut imaginer que c'est la taille de ton tuyau. Et enfin, les watts, la puissance. C'est finalement la vitesse à laquelle l'énergie est utilisée. C'est toujours égal à la multiplication des volts par les ampères. Pour garder notre métaphore de l'eau, imagine-toi que plus tu as de pression et plus ton tuyau est gros, plus tu vas avoir de courant. Les deux phénomènes font varier la puissance finale. Avec peu de pression et un tuyau énorme, tu as beaucoup d'eau qui sort. Avec un petit tuyau et énormément de pression, tu as beaucoup d'eau qui sort. C'est la multiplication des deux qui donne la puissance finale, soit les watts. Les watts, c'est vraiment la valeur clé pour choisir ta station. Et enfin, la dernière notion, les watts-heures. C'est un terme qui est un petit peu trompeur. On a l'impression que c'est ça la puissance, les watts-heures, puisqu'on se dit c'est la quantité de watts par heure que va consommer mon appareil, mais en fait, pas du tout. Les watts-heures, c'est la capacité, soit le stockage de ta batterie. Dans notre métaphore, ce serait simplement la quantité d'eau stockée dans notre château d'eau. Et pourquoi on appelle ça les watts-heures? C'est parce que c'est la quantité de watts que ta batterie peut délivrer en une heure. C'est-à-dire que si tu as par exemple 1000 watts-heures, tu peux utiliser un appareil qui consomme 1000 watts pendant une heure. Et ensuite, ta batterie sera à 0. Une fois qu'on l'a en tête et qu'on l'a compris, c'est très simple. Ensuite, l'information importante dont tu as besoin pour bien choisir ta station de charge portable, c'est la consommation de tes appareils. Ça, c'est l'information clé. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de donner l'information que tu trouveras nulle part ailleurs, quelle est la consommation réelle des appareils qui sont dans cette maison. Puisque parfois, il y a une grosse différence entre les consommations moyennes que tu peux trouver sur Internet et la réalité. Nous voilà sur l'application Bluetti. Comme tu peux le voir, j'ai une petite consommation. Donc la consommation, c'est écrit en bas à droite. J'ai en ce moment 28 watts. Les 28 watts correspondent donc à ma box Wi-Fi. Il peut y avoir pas mal de variations sur la box Wi-Fi, mais ça reste une consommation raisonnable. Entre 30 et 50 watts pour la box Wi-Fi. Ça, c'est un indispensable dans une maison. Ensuite, on va démarrer un appareil qui est un autre indispensable dans une maison, le frigo. Peut-être un des appareils électriques les plus indispensables dans une maison. C'est la première chose qu'on a envie de faire tourner, surtout en cas d'urgence, en cas de coupure électrique. Si jamais un pays adverse venait à nous attaquer. Choisis une ville française que tu veux rayer de la carte, Emmanuel. Ah non mais Vladimir, on s'est mal compris quand je parlais d'envoyer des troupes au sol. C'est des petites graines les troupes au sol, c'est de la famille des pipasols, c'est plein de protéines. C'est un appareil qui est intéressant puisque tu as la notion de la puissance max, mais tu as aussi la notion de consommation à l'année. L'efficience du frigo va varier beaucoup selon son isolation. Un bon frigo n'aura pas besoin de refroidir souvent. Ça peut être un frigo qui consomme beaucoup quand il est allumé, mais qui s'allume très peu. Donc les deux informations à regarder sur le frigo, c'est la puissance qu'il consomme, mais aussi les watts-heures consommées à l'année. Évidemment, ce putain de frigo refuse de s'allumer. Bon, le frigo a refusé de s'allumer pendant toute la vidéo. Là, ça y est, il s'est allumé. Donc, je vous ai fait la mesure hors caméra. Et ce frigo consomme
110 watts quand il est allumé. Donc c'est totalement dans les standards, mais c'est quand même un frigo assez ancien qui consomme beaucoup, il s'allume beaucoup et sur une journée il consomme énormément. Aujourd'hui on trouve des frigos qui consomment beaucoup moins, qui peuvent tourner même avec des congélateurs autour de 80 watts. Donc pour ceux qui veulent faire des économies, c'est vraiment un poste intéressant le frigo. Donc vraiment, je vous invite à regarder la consommation de votre frigo en détail. Autre appareil électrique essentiel dans une maison, tout simplement, c'est la lumière, les ampoules. Aujourd'hui, la plupart des gens sont équipés d'ampoules LED. Je vous le conseille parce que la différence de consommation est monumentale entre une ampoule LED et une ampoule halogène. Donc là, en temps réel, nous sommes à 52 watts de consommation par ma box Wi-Fi. Et on va allumer une ampoule et on monte à 56 watts. Donc seulement 4 watts de consommation pour une ampoule LED qui va illuminer 4 watts seulement pour les ampoules. Donc les ampoules aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de ridicule comme consommation. Et ça correspond donc à ce qui est écrit sur la boîte. Donc c'est assez intéressant de se dire que les vendeurs d'ampoules ne nous mentent pas. Les vendeurs d'ampoules ne sont pas des escrocs. 4 watts de consommation pour une ampoule. On va passer maintenant à un appareil un peu plus gourmand, voire beaucoup plus gourmand. Alors c'est très intéressant néanmoins de le faire tourner en mode solaire, puisque c'est donc le chauffe-eau électrique. Et bien que ça ait une grande consommation d'énergie, le chauffe-eau électrique est très intéressant dans une installation solaire. Pourquoi? Parce que c'est une forme de stockage d'énergie. Tout comme une batterie, seulement l'énergie est stockée sous forme de chaleur. C'est-à-dire que je peux faire chauffer mon chauffe-eau pendant la journée quand j'ai de la lumière à l'extérieur grâce au soleil, et ensuite utiliser cette énergie qui a été produite grâce au soleil dans mon eau chaude quand je veux la nuit, le matin quand il n'y a pas de soleil. Donc le chauffe-eau, c'est vraiment un indispensable dans une installation solaire. C'est très très intéressant, mais ça consomme pas mal. Et on va voir combien ça consomme. Donc ce chauffe-eau est affiché à 1500 watts. On va le rebrancher en live. Je suis à 57 watts de consommation. Il y aura une petite soustraction, mais bon, vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose. 1500 watts de prévu. Il s'allume. Il chauffe. Et donc ça correspond encore une fois à ce que nous a dit le constructeur. Donc c'est assez rassurant, on peut se dire que les constructeurs sont assez fiables dans leurs données techniques. Et donc 1500 watts, c'est beaucoup, c'est vraiment un chiffre à garder en tête parce que vous allez voir qu'après dans les caractéristiques techniques des stations de charge, 1500 watts, il va falloir des bonnes stations de charge pour le faire tourner. Donc voilà, ça fait partie des gros appareils. C'est le plus gros appareil que j'ai dans cette maison, 1500 watts pour le chauffe-eau. On va le couper pour continuer notre test. Autre appareil, cette fois-ci c'est un appareil qui ne peut tourner qu'à l'électricité, c'est bien évidemment l'ordinateur. L'ordinateur, tout le monde en a besoin pour travailler, pareil, en cas de coupure d'électricité, la station de charge c'est intéressant, il faut que ça puisse faire tourner un ordinateur. L'ordinateur qui s'allume, donc au moment où il s'allume, avec l'écran, on est autour de 150, 179 watts, donc moins la box Wi-Fi, on est autour de 100 watts seulement, donc ce qui est raisonnable. En revanche, vous allez voir que selon ce qu'on fait avec l'ordinateur, la puissance peut énormément varier. Vous avez une information qui est intéressante sur votre ordinateur, c'est l'information de l'alimentation, qui va être autour de 500, 600 watts, ça dépend du modèle que vous avez. Cette information est intéressante, mais c'est la puissance maximum que l'ordinateur peut consommer. Quand on fait un travail qui est très lourd avec l'ordinateur, là par exemple je vais exporter une vidéo, ici vous avez le montage de la dernière vidéo, ok, et donc on va voir combien ça consomme de l'exporter. Donc là on est à 177 watts de consommation pour l'instant avant le lancement de l'exportation, et c'est parti, je lance l'exportation et on passe de 177 watts à 293 directement, et ça risque de continuer de monter, 336, 316, voilà, on prend 200 watts de plus, donc je vais tourner aux alentours des 300 watts de consommation. Si vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, vous allez plutôt consommer vers 300 watts. Et si vous êtes en train simplement de regarder votre site internet préféré, vous serez plutôt autour des 100 watts, 150 watts de consommation. Bon, je vais m'arrêter là pour le test des appareils dans la maison. S'il y a des appareils que je n'ai pas testés et que vous aimeriez que je teste devant vous pour avoir une puissance réelle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous ferai des petits shorts. Maintenant, on va se concentrer sur une autre information essentielle pour choisir sa station de charge. On n'en a pas du tout parlé pour l'instant. C'est l'entrée d'énergie, la production d'énergie, à savoir combien de panneaux solaires je peux brancher à ma station de charge. Cette information, elle est vraiment fondamentale
puisque ça va définir la capacité de production d'énergie que vous allez avoir. Donc plus vous pouvez en mettre, plus c'est intéressant. Moi, avec cette station de charge, je peux brancher 4 panneaux solaires de 600 watts maximum. C'est le maximum de ce que je peux faire. Donc j'ai fait le max. Ça nous fait 2400 watts d'entrée. À savoir que cette puissance qui est affichée ne correspond pas du tout à ce que vous allez produire, hein. La puissance qui est affichée sur les panneaux solaires, c'est le max de ce que ça peut produire, mais ça ne produit jamais ça. Selon les conditions, ici je suis dans une région extrêmement ensoleillée, comme vous pouvez le voir, il fait un peu frais, mais extrêmement ensoleillé tous les jours. Et ces 4 panneaux solaires, donc au total 2400 watts nominal, me font des pics à 1600 watts de production à midi quand c'est parfaitement ensoleillé. D'accord? Donc ça veut dire que ma station de charge ne peut avoir en entrée que 1600 watts avec le plus grand des soleils. Maintenant, on a quasiment toutes les informations essentielles pour bien choisir sa station de charge portable. Il en manque une dernière, mais elle est super basique, c'est la capacité de la batterie. On en a parlé au début. Elle est donnée en watts-heure. Là-dessus, il n'y a pas de piège. Plus vous avez une grande capacité en watts-heure, mieux c'est. C'est simplement écrit dessus. Donc ça, c'est vraiment basique. Maintenant qu'on sait tout sur les stations de charge, on va regarder un petit peu les différents modèles qui nous sont proposés et essayer d'évaluer quel modèle fonctionnerait bien pour quelle utilisation. Pour ce faire, on va se rendre sur le site de Blue Yeti. Donc cette vidéo se fait dans le cadre d'un partenariat avec Blue Yeti puisqu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer la Apex 300. Mais toutes les informations que je vais vous donner sont aussi valables sur d'autres marques, d'autres stations de charge. Moi, la Apex 300, elle me fait tourner toute la maison depuis 3 mois. Donc franchement, je ne peux que vous la recommander. Ça fait 3 mois que je l'essaye, 3 mois que j'en suis content. Je n'ai que ça pour l'instant. Je pense que pour le plein hiver, pour une maison, il faudra peut-être un peu augmenter. Mais en tout cas, pour la plupart des besoins, c'est largement suffisant. Donc si vous voulez prendre la même, je vous mets le lien en description. Il y a une vidéo complète sur la chaîne qui la présente. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir. Autrement, donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, on peut trouver aujourd'hui des stations de charge et de marques. Je vous conseille vivement de prendre une grande marque connue comme Blue Yeti, même pour des petites stations de charge pas chères, à partir de 219 € aujourd'hui. Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir pour 219 €. Donc une petite station de charge comme ça, portable, de 219 €. L'information la plus importante, c'est celle-ci. C'est 600 watts. 600 watts, c'est la puissance que va pouvoir délivrer la station. Donc, on l'a vu précédemment, selon les appareils qu'on va vouloir faire tourner, 600 watts, ça va beaucoup nous limiter. Maintenant, on a vu qu'on peut quand même faire tourner un ordinateur, on peut quand même mettre des lumières, on peut mettre des petits appareils, des chargeurs, des choses comme ça. Donc, ce type de station de charge, je vous en avais présenté une d'ailleurs d'une autre marque précédemment pour ma remorque solaire, c'est parfait pour pouvoir faire du camping, pour pouvoir recharger son téléphone. Voilà, ça c'est la station de charge parfaite pour le camping avec un petit panneau solaire dépliant, c'est parfait, mais réellement pour une consommation dans une maison, ça va être vraiment limité puisque 600 watts, on l'a vu, on va pas pouvoir faire tourner quelque chose comme le chauffe-eau. Et en cumulé, si on a un ordinateur plus la box Wi-Fi plus le frigo qui fonctionne, on risque d'arriver au maximum et d'avoir une coupure. Donc voilà, 600 watts, la station pour le camping. On a quoi d'autre comme information? Donc 268 watts-heure. On l'a vu en début de vidéo, 268 watts-heure. Ça vous permet de faire tourner un appareil de 268 watts pendant 1 heure ou un appareil de la moitié, 130 watts pendant 2 heures. Donc c'est encore une fois, c'est pas énorme. Par exemple, un frigo qui consomme autour des 100 watts, vous allez pouvoir le faire tourner que 2 heures. Donc, vous allez arriver au bout de la capacité. Vous ne pourrez pas, par exemple, faire tourner votre frigo toute une nuit. Donc, ce n'est pas une station pour la maison. Vraiment une petite station pour le camping, pour brancher, pourquoi pas, une petite glacière, une lumière, recharger son téléphone. Pour ça, c'est parfait. Des petits appareils, une caméra, un téléphone, un drone. Pour tout ça, pour recharger les petits appareils. Une petite station comme ça, c'est largement suffisant. Et en termes d'entrée de panneaux solaires, ça c'est l'autre information intéressante. Donc l'entrée panneau solaire de 200 watts maximum. Donc encore une fois, c'est une petite capacité d'entrée de panneaux solaires. 219 €, c'est un bon prix. Ça permet de partir en camping sereinement. Allez, on va regarder quelque chose d'un peu plus gros. On va monter un petit peu en puissance. On va aller voir la AC77. Qui, elle, tout de suite, monte en puissance, puisque là, on a 1000 watts de puissance maximum. Donc là, on peut quand même se dire qu'on peut faire tourner beaucoup de choses. Donc, on ne pourra toujours pas faire tourner de résistance, on ne pourra toujours pas faire fonctionner ni un chauffe-eau, ni un chauffage électrique,
ni rien avec une résistance. En revanche, pour tout le reste, même dans la maison, vous pourrez faire tourner l'ordinateur, le frigo, tout ça en même temps, sereinement. Les lumières, le frigo, l'ordinateur, la télé, tout ça, tous ces appareils qui ont une consommation moyenne entre 100 et 200 watts, pour en mettre plusieurs en même temps. Donc, pas les gros appareils, mais tous les appareils de consommation petite ou moyenne, vous pourrez les faire tourner dessus. Et on commence à avoir une petite batterie sympa. Alors, c'est pas énorme encore, mais 768 Wh. On peut imaginer que votre frigo, donc ce frigo de 100 watts, vous pouvez le faire tourner pendant 7 heures. À savoir qu'un frigo, ça s'allume, ça s'éteint. Donc là, on peut se dire que tranquillement, vous pouvez avoir une vraie réserve d'énergie pour la nuit, pour votre frigo. Avec 768 Wh, vous pouvez être tranquille, votre frigo ne va pas se couper pendant la nuit. Donc c'est intéressant pour lutter contre d'éventuelles coupures d'électricité. Là, c'est le minimum dont on a besoin pour se protéger des coupures d'électricité, pour avoir le frigo qui fonctionne, pouvoir regarder la télé le soir, l'ordinateur, être tranquille, avoir une connexion Internet, être tranquille. Donc, 1000 watts, alors 1000 watts, souvent, ils écrivent 1000 watts, mais si vous regardez dans le détail, la capacité de délivrance de puissance en crête est supérieure. Et pour cet appareil, on peut aller jusqu'à 2000 watts en pic, ok. Donc là, l'appareil ne coupera pas si vous avez un petit pic de puissance au-dessus de 1000 watts. Par contre, elle ne pourra pas délivrer plus de 1000 watts en continu. Et enfin, dernière information importante, l'entrée des panneaux solaires, 500 watts. À ce niveau-là, on est un petit peu limité puisque 500 watts de panneaux solaires, ça ne nous permet pas de recharger et d'avoir énormément de puissance en entrée. Encore une fois, si vous avez 500 watts maximum, c'est-à-dire que même avec du soleil, vous allez monter à 350, 400 watts de production solaire. Donc c'est un peu limité, mais encore une fois, ça c'est la bonne station pour se protéger des coupures d'électricité. Alors en off-grid total comme ici, pour avoir une maison complètement hors réseau, ça va pas être suffisant. Mais pour se protéger des coupures d'électricité, c'est la bonne taille. C'est-à-dire que vous pouvez être branché au secteur, avoir vos panneaux solaires, ça vous permet d'avoir une petite production d'énergie solaire qui vous permet d'économiser de l'argent. En même temps, vous avez votre batterie chargée sur le secteur, comme ça vous êtes tranquille. Et le jour où il y a une coupure de courant, vous n'avez pas de coupure, vous pouvez continuer d'utiliser jusqu'à 1000 watts d'appareil. Et encore une fois, à un prix assez intéressant, parce que 449 €, c'est quand même à la portée de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de prendre les panneaux solaires sur le même site que vous prenez, sur le même site que la station de charge. Ça, c'est important parce que parfois, vous pouvez trouver des panneaux solaires, par exemple comme les miens, rigides, qui vont être plus performants que des panneaux solaires souples selon l'utilisation. Vous pouvez brancher n'importe quel type de panneau solaire sur ces stations de charge. Simplement, faites attention aux caractéristiques de vos panneaux solaires, surtout en volts, au niveau de l'entrée. Regardez bien les caractéristiques de la station de charge pour ne pas avoir de problème en branchant vos panneaux solaires. Mais en principe, vous pouvez brancher tout type ou toute marque de panneaux solaires sur ces stations de charge. Et on passe au matériel off-grid. Donc là, la AC180, pour 540 €, c'est exceptionnel ce qu'on peut avoir, puisque pour 540 €, on a une station de charge qui délivre 1800 watts. Alors faites attention, parce que là, c'est pas très bien, ça rentre pas. C'est de la mise en page. Si Blue Yeti, vous regardez, refaites la mise en page ici, parce que c'est trompeur, on a l'impression que c'est 800 watts. Ce n'est pas 800 watts, c'est 1800 watts de puissance délivrée avec une puissance en crête à 2700 watts. Donc là, ça commence à être intéressant. On peut même faire tourner un chauffe-eau. C'est un petit peu limite pour le chauffe-eau parce que là, on va être vraiment au maximum du maximum. C'est-à-dire que si vous êtes avec votre chauffe-eau et que derrière, vous utilisez un autre appareil qui va se mettre à consommer d'un coup beaucoup, vous risquez d'avoir des problèmes à avoir une coupure. Donc, on est à la limite, mais en théorie, on l'a vu, le chauffe-eau consomme 1500 watts, donc vous pouvez même chauffer de l'eau. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant puisque là, vous pouvez profiter de la capacité de stockage du chauffe-eau et faire vraiment des économies d'énergie en faisant chauffer votre eau grâce au soleil. La capacité 1152 Wh, ça commence à être intéressant. C'est pas énorme, c'est pas suffisant pour ne tourner qu'avec ça pendant tout l'hiver. Là, en ce moment, moi, je tourne avec 2700 Wh et je suis légèrement limité les jours où il fait pas très beau. Pour tourner toute la nuit, si j'utilise l'ordinateur le soir, c'est un peu limite. Donc, 1150 Wh, ça ne peut pas vous fournir toute l'énergie dont vous avez besoin pendant la nuit. Mais en cas de coupure d'électricité, vous êtes vraiment très très tranquille. Voilà, pour utiliser l'ordinateur, le frigo, les petits appareils. Encore une fois, là c'est large. 1 kWh de stockage d'énergie. Pour les petits appareils, ça va. Maintenant, sur cette station, là où on va être encore assez limité, c'est sur les entrées en énergie solaire. 500 watts maximum. C'est vraiment pas énorme, donc on va pas pouvoir produire énormément d'électricité.
Donc c'est intéressant. Alors 500 watts maximum, c'est suffisant pour tout ce qui va être caravaning, camping-car, camion aménagé, puisque de toute façon, vous n'allez pas avoir une surface immense sur votre toit. Donc vous pouvez mettre un panneau, boum, sur le toit, un panneau de 500 watts, ça correspond à peu près au toit d'un camion. Donc vous pouvez mettre un panneau de 500 watts et ça correspond. Autrement, pour la maison, je trouve que c'est un peu limitant. 500 watts d'entrée en panneau solaire, ça ne va pas vous permettre de produire énormément d'énergie et de profiter au maximum de la capacité de délivrance d'énergie de la station de charge. Parce que vous pouvez envoyer 1800 watts, mais si derrière vous pouvez rentrer que 300-400 watts en face, ça n'a pas forcément d'intérêt majeur. Alors, encore une fois, pour se protéger des coupures de courant, parfait. Pour du caravaning, parfait, parce que de toute façon, en entrée de panneau solaire, vous n'allez pas pouvoir mettre plus. Donc, caravaning, camping, parfait. Coupure d'électricité, parfait. La AC180, pour moi, pour la maison, c'est pas encore suffisant. Il va falloir aller chercher de la puissance, un peu plus d'entrée en panneau solaire. Pour moi, le must, si vous voulez faire vraiment du off-grid, avoir un chalet, une maison, vraiment une habitation non connectée au réseau ou qui puisse être totalement déconnectée du réseau et fonctionner, la Apex 300, franchement, elle casse le game. La Apex 300, elle met un coup de pied dans la fourmilière des stations de charge portable, puisque vraiment, elle a des caractéristiques techniques qui sont énormes. Donc, on va revenir dessus rapidement. Il y a une vidéo complète sur la chaîne si vous voulez avoir tout le détail de l'installation et de comment elle fonctionne. Mais la vidéo date de quelques mois. Aujourd'hui, je peux vous garantir que je m'en sers tous les jours et que je n'utilise que ça, que la station de charge. Cette maison n'est pas connectée au réseau, donc de toute façon, je n'ai pas le choix. Cette maison est totalement off-grid et je tourne uniquement avec cette station de charge. Donc, cette station de charge délivre 3840 watts de puissance et cela peut être augmenté avec des accessoires. Mais 3800 watts de puissance avec, je crois, 5000 watts en pic. Avec ça, c'est largement suffisant pour faire tourner tous les appareils de la maison. Alors, sans chauffage, puisque dès qu'on met du chauffage, là, on va cumuler des pics de puissance. On va avoir une puissance en continu. Si je mets deux chauffages de 3000 watts, derrière, quand mon chauffe-eau va s'allumer, ça va couper. Mais j'ai quand même un chauffe-eau à 1500 watts et une pompe qui me permet d'être autonome en eau qui tourne à 1000 watts. Et les deux fonctionnent en même temps, d'accord? Plus la lumière, plus l'ordinateur. Donc, tout ça fonctionne très bien. La station est capable de délivrer vraiment de la puissance jusqu'à 3800 watts. Donc, pour faire tourner une maison autonome, ça suffit. En termes de stockage d'énergie, c'est 2700 Wh de base dans la station de charge qui peuvent être augmentés à l'infini avec donc des batteries packs qui viennent s'ajouter. Voilà, donc vous venez plugger super facilement une batterie en dessous et vous pouvez monter à des capacités vraiment énormes. Donc ça, c'est intéressant. Mais déjà, avec la batterie de base, moi, j'ai que celle-là, que la machine de base. 2700 Wh. Alors, il ne faut pas faire tourner de grosses machines la nuit. Il suffit de mettre des prises avec des horloges pour pas que le chauffe-eau tourne la nuit. Mais en faisant tourner le chauffe-eau et la machine à laver également, j'arrive à fonctionner depuis 3 mois sans problème. Il suffit de gérer un petit peu sa consommation. Alors évidemment, ça demande de gérer un peu sa consommation. C'est pas comme quand on est branché au réseau et qu'on peut demander de l'énergie quand on veut. Là, il faut être un petit peu intelligent. Il faut gérer sa consommation. Mais en gérant sa consommation, c'est possible. Son seul petit défaut d'après moi, même si vous allez voir qu'en comparaison aux autres stations de charge et à toute la concurrence, c'est très très bien. Néanmoins, c'est quand même la petite limite pour moi technique. C'est l'entrée en panneau solaire, donc 2300 watts max. Moi, je suis même un petit peu au-dessus puisque je suis à 2400 watts. J'ai 4 panneaux de 600 watts. Je suis légèrement au-dessus. Bon, ça tourne, mais je suis vraiment au max de ce qu'on peut faire. Et pour faire vraiment tourner une maison off-grid, honnêtement, quand il fait beau, ça tourne parfaitement. Heureusement, je suis dans une région où il fait très beau. Quand vraiment c'est nuageux, c'est pas suffisant. Il faudrait plus. Donc l'avantage, c'est que on peut monter jusqu'à 19 kW d'entrée avec un accessoire. Donc ça, c'est très très intéressant, mais il faut quand même l'accessoire. Donc de base, c'est pas suffisant. Maintenant, pour 99,99% des usages, si vous avez un petit chalet de vacances ou que vous voulez vous préparer à pouvoir faire tourner votre maison en cas de coupure prolongée, là je parle pas de coupure de quelques heures, je parle si jamais il y a une coupure qui venait à durer des jours, voire des semaines, eh bien on peut vivre. Et j'en suis la preuve, ici avec cette maison, on peut vivre pendant des mois uniquement avec cette station de charge. Donc, et pour un prix, vraiment, alors je vous propose d'aller voir ce que fait un petit peu la concurrence. Évidemment, ne me croyez pas sur parole. Faites vos comparatifs. Maintenant que vous êtes calé techniquement et que vous pouvez faire les comparaisons des stations de charge,
pour, en ce moment, alors les prix varient régulièrement. La vidéo précédente, elle était autour de 2000 euros. Là, elle est à 1699 euros. Vous avez en plus un coupon de réduction, je crois, de 5% dans ces eaux-là. Donc, pour aux alentours de 1600-1700 euros, vous avez vraiment des capacités exceptionnelles et surtout en plug and play. C'est-à-dire, il y a besoin de zéro capacité technique, zéro compétence. Vous pouvez la transporter, l'emmener dans un chalet, la ramener chez vous après, l'utiliser dans un camping-car où vous voulez, de façon très simple, plug and play, avec application, tout ce qui se fait de mieux en ce moment. Cette station est parmi les meilleures du moment à un prix vraiment très abordable. Donc, merci encore à Blue Yeti de m'avoir envoyé la station de charge. Maintenant, vous savez tout sur les stations de charge solaire. Vous avez toutes les cartes en main pour vous équiper. Donc, je vous conseille vivement de le faire parce qu'aujourd'hui, moi, je fonctionne au solaire et quand on voit toute l'énergie qu'on peut produire, accumuler et utiliser soi-même sans beaucoup de compétences, grâce à ces outils qui sont à notre disposition maintenant, je vous conseille à tous de le faire. Vous équipez avec cette station ou avec une autre, mais en tout cas, équipez-vous en solaire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.